Merci les Bleus. Quel match! Mais quel match! Franchement, si tu voulais voir un match de gala spectaculaire, bah t'as été servi. Un choc frontal, un thriller, une leçon de rugby sous haute tension. Et en face, les Blacks, version en bandoulière, l'orgueil un tout petit peu meurtri. Et la France, une bande de jeunes néophytes qui a refusé de plier. On attendait un petit peu tous une boucherie, hein. On nous l'avait prédit, les 50 points qu'ils vont prendre, respectez-nous. Bah on les a respectés les Blacks là. On a eu un chassé-croisé, un combat de rue ma gueule, un vrai match de boxe. 219 plaquages côté français. T'as bien entendu, 219 plaquages. Et au bout du bout, des mecs comme Gaël Fickou, qui à la 69e minute te sort un jeu au pied de dégagement de 40 mètres. Et à ce moment-là, on s'est tous dit pareil, hein, tu peux te l'avouer hein, maintenant. On peut que le gagner ce match-là. Fickou qui fait un jeu au pied de dégagement sous pression. La culture néo-zélandaise, c'est vraiment toujours pour moi un moment spécial. Et notamment quand tu vas jouer des matchs là-bas. On n'a pas l'habitude, ça faisait 7 ans qu'on n'avait pas joué un match là-bas et donc on ne ressent pas le haka là-bas. Au Stade de France, c'était magnifique, hein. Ils ont fait un show cet hiver, c'était juste génial. Mais je pense que quand tu vas en Nouvelle-Zélande, eh ben le faire en Nouvelle-Zélande, c'est autre chose. Voir le haka en Nouvelle-Zélande, c'est autre chose. Et je sais pas si vous avez fait attention à ce petit moment où les équipes se sont croisées avant le haka. J'ai pas le souvenir d'avoir déjà vu ça et je me suis demandé si de la part des Néo-Zélandais c'était volontaire. Et si c'était volontaire, bah honnêtement je trouve que c'est un bon moyen psychologique d'essayer de prendre l'ascendant sur son adversaire. Dans cette vidéo, on va parler des intentions de jeu des deux équipes, de l'attaque néo-zélandaise qui a quand même été un petit peu en peine et de l'attaque française qui a été remarquable sur ses peu de possession dans les zones de marque, de la précision des lancements de jeu, un petit peu de la défense française évidemment et des équipes en mêlée. Avant de commencer, n'hésite pas à lâcher ton meilleur pouce vers le haut et à t'abonner pour pas rater les suites de la tournée, les débriefs, les previews, etc. Et parce que c'est gratuit et que c'est le seul moyen de récompenser mon travail. Ça fait maintenant 1 an que je dors sur des oreillers Whoopilou Plus et honnêtement, je pourrais plus revenir en arrière. À la base, je l'ai vraiment pris un petit peu par hasard, c'est-à-dire que je me suis demandé, est-ce qu'un oreiller ergonomique, c'est juste un coup de com' ou est-ce que ça va vraiment changer quelque chose? Et bah ouais, ça change tout. Fini les réveils avec la nuque en vrac, fini les positions cheloues, tu sais, où tu essayes de taper sur ton oreiller un petit peu pour qu'il ait une bonne forme et que tu puisses être confort pour dormir. Et ce que j'aime bien, c'est que tu as du maintien sans perdre le moelleux. Il épouse bien la nuque, il s'adapte à toi et ça, tu le sens vraiment sur la qualité du sommeil. Mais vraiment. En plus, c'est pas un produit gadget. Premièrement, c'est fabriqué en France. Deuxièmement, c'est certifié Oecotex. Mais tu vois ça et tu te dis que ça veut dire quoi? Parce que moi non plus je savais pas. Donc j'ai regardé. Oecotex, c'est un label de qualité comprenant plusieurs normes techniques visant à certifier les qualités sanitaires et écologiques des textiles et cuirs en garantissant l'absence de produits toxiques pour le corps et l'environnement. Troisièmement, il y a plus de 1500 pros de santé, ostéo et kiné qui le recommandent. Moi, mon petit plus, c'est les draps en percale de coton. C'est une tuerie pour dormir, mais c'est vraiment tout doux, tout moelleux, tu vois. Honnêtement, c'est un bon petit cadeau à faire, que ça soit pour un anniversaire ou juste pour se faire kiffer en fait. Et pour la qualité de ton sommeil, les oreillers Whoopilou Plus, vraiment c'est une tuerie. Si tu as envie de tester, je t'invite à cliquer sur le lien. Tu as 10% de réduction avec le code WOPRUGBY. Et ça, c'est sans limite de temps. Donc c'est-à-dire que tu peux revenir plus tard sur cette vidéo pour commander. C'est valable sur tous les sites internet. Et là où c'est fort, et honnêtement, ça coûte rien du tout. Donc si tu veux me soutenir, je t'encourage vraiment à le faire. Tu as 30 000 d'essai. Donc c'est-à-dire que tu peux commander l'oreiller. Si ça te convient pas, ben, tu le renvoies. Tu te fais ton propre avis. Donc le lien, il est en commentaire et en description. Donc je t'invite à mettre pause sur la vidéo, à aller checker. On continue. Est-ce que notre jeune équipe de France, qui du coup était beaucoup remaniée avec quelques néophytes, mais quand même certains postes avec beaucoup de joueurs d'expérience, c'est ce que j'avais dit, Slimani en mêlée, et du coup tu avais quelques joueurs comme ça à des postes clés, Gabin Villiers sur l'aile, sur le banc Cameron Woki, Gaël Fickou au centre, qui accompagnaient des mecs qui ont l'habitude du haut niveau avec le top 14, mais qui ne connaissaient pas l'équipe de France. Et on se demandait tous, est-ce qu'on est capable de perfer? Et surtout, quelles intentions? Parce que moi j'aime bien regarder les indicateurs, certains indicateurs qui ne sont pas toujours vrais, mais par exemple sur la réception du coup d'envoi. Le premier coup d'envoi, on le réceptionne dans nos 22 mètres. Et là, les Français décident de taper loin devant et pas en touche. Et donc ça te donne quand même une indication sur le fait qu'on n'a pas envie de rendre des lancements de jeu aux Néo-Zélandais. Et donc potentiellement, il va y avoir plus de jeux. Parce qu'on va pas se leurrer, Fabien Galtier, il a cette faculté, je pense que c'est un excellent entraîneur, il a cette faculté à avoir des stratégies précises sur chacun des matchs. Et à chaque fois, moi, je me régale à analyser les matchs de l'équipe de France. Et là, l'impression que j'ai eue, c'était un petit peu, en fait, en première mi-temps, ne pas trop s'exposer, être capable de tenir le score et d'occuper le terrain. On le voit notamment sur une mêlée avec Joris Second, c'est juste coup de pied décroisé, on occupe le terrain. Et donc, du coup, ne pas trop se découvrir dans son camp. Par contre, les ballons d'attaque qu'on a, on les joue à fond. Et en revanche, en début de seconde mi-temps, en fait, c'est comme si le but, c'était de tenir le score jusqu'à la mi-temps.
et sachant que tu avais quand même des mecs sur le banc qui avaient un petit peu d'expérience, et en seconde mi-temps, envoyer un petit peu plus de jeu. Alors c'est ce que je m'étais dit, mais c'était peut-être circonstanciel, le fait qu'on envoie des séquences en début de seconde mi-temps et qu'on marque des points rapidement, parce qu'en vrai, on a envoyé des séquences pendant 4 minutes. Après, on a pris la pression pendant 30-32 minutes. Pendant 30-32 minutes, on n'a fait que défendre. On récupérait un ballon, on tapait loin, on leur rendait la possession, ils revenaient. On a pris des vagues dans la gueule. Côté Black, par contre, je pense que les intentions, elles ont été claires dès le début. C'est-à-dire que dès le début, ils n'ont pas pris une seule fois les points au pied. Nous, on capitalisait pour tenir le score. Eux, par contre, c'était pénal touche, pénal touche, pénal touche. C'est dans leur culture, mais je pense aussi qu'il y a ce truc où ils se sont dit « Ok, cette équipe, cette nation nous manque de respect en venant nous voir sans emmener leurs meilleurs joueurs. On va leur montrer qu'on est capable de leur coller 50 points. » Et ils voulaient le faire avec la manière, avec du jeu. Et donc, c'est pour ça aussi qu'à la 44e minute, tu as Roigard qui joue une pénalité rapidement et qui va marquer tout seul. Il traverse la défense, c'est juste incroyable. Et Sam Roigard, il a fait un match extraordinaire. Sur l'alternance du jeu entre le jeu pénétrant déployé, les choix de jeu et ses prises d'initiative pour menacer sur les bords de ruck, il a fait une partie géniale. Et surtout, il a cette capacité sur les bords de ruck à analyser très rapidement en face qui vont être les deux premiers leaders défensifs. Le fait d'analyser que si tu as des profils lents, toi, tu vas avoir la possibilité de les attaquer en fonction du rapport de force, de la qualité de sortie de balle, du sens de libération et de pas mal de paramètres, tu peux venir taquiner ces leaders, notamment quand c'est des piliers. À la 15e minute, on a une première alerte où Roigard attaque le retour contre les deux piliers français. Et il termine en terre promise. Bon, cet essai, il a été annulé, mais toujours est-il que c'est une première alerte. Et là, tu te dis, ok, il joue le retour en attaquant deux piliers, extrêmement bien joué. 35e minute, Roigard, il réattaque sur Slimani et break encore. Et en fait, cette équipe des Blacks, ils ont quand même été assez orgueilleux et ils sont tenus jusqu'à la fin, jusqu'à la 73e minute. Ils décident de prendre toutes les pénales touches et de jouer. Par contre, à la 73e minute, quand ils sont un point devant nous et qu'il y a 28-27, là, ils sont comme ça et ils disent « on prend les 3 points, on veut se mettre à l'abri d'une pénalité ou d'un drop ». Parce qu'ils l'ont tenu le ballon pendant 30 minutes en seconde mi-temps où ils nous ont mis des séquences monstrueuses. Ils ont quand même sur le match 3 essais refusés. Justifiés ou pas, ça reste des essais refusés. Mais c'est-à-dire que je me suis posé la question, vous allez me dire dans les commentaires, on fait un match extraordinaire, mais est-ce que le match il n'aurait pas pu basculer si le premier essai, quand Roigard il break, s'il est validé, je pense que le match peut avoir une autre physionomie. Les Blacks, ils nous ont proposé des séquences de jeu, mais vraiment énormes. Et c'est assez intéressant de voir que toutes les équipes quasiment ont basculé sur ce bloc 10 à 4 joueurs. Alors le bloc 10 à 4 joueurs, qu'est-ce que c'est? C'est quand tu vas avoir un ruck par exemple ici, bord de touche, et que sur ta relance de jeu, sur le premier ou le deuxième ruck, tu vas avoir 4 profils avant qui vont être comme ça, avec un profil manipulateur, généralement 3 quarts dans le dos, face à la défense. C'est une structure que tout le monde a l'habitude de voir, sachant que généralement, avant ça se faisait beaucoup plus avec 3 avants qui étaient un petit peu comme ça en pointe, avec un joueur qui se propose là et tu as cette option intérieur, extérieur ou dans le dos. Sauf que quand tu as 4 joueurs, tu multiplies les combinaisons possibles en fonction de si tu donnes au premier, qui peut donner au 2, au 3, au 4, à lui qui peut remettre à l'intérieur. Et en fonction de du joueur que tu vas choisir, qui va être en possession du ballon, il va avoir des options différentes et donc il va y avoir des circulations différentes. Par exemple, si ce joueur-là rajoute une passe à celui-là, tu peux demander, en fonction des équipes et de ce que tu veux, tu peux demander à lui de venir à la conservation, lui de basculer dans l'axe pour être dans l'axe du ruck pour proposer par exemple une croisée avec le 9. C'est ce qu'on a beaucoup vu avec l'équipe de France pendant la tournée de novembre et qu'on voit de plus en plus que les Sud-Africains, ils jouent comme ça depuis 2 ans déjà, 3 ans. La question que tu te poses, c'est quelle est la zone du terrain que toi tu vas vouloir privilégier et en fonction de la zone que tu vas décider d'attaquer. Par exemple, si tu vois qu'il y a des trous et qu'il y a des espaces ici, tu vas plutôt préférer jouer le jeu en pivot pour pouvoir venir attaquer plus large. Mais tu peux aussi décider de choisir de cibler une zone parce que si tu déplaces le ballon, par exemple ici, tu vas forcer les joueurs adverses à circuler. Et là, sur ce match, c'est peut-être trop tôt pour en tirer des généralités puisque je ne sais pas, il faut revoir le match et il faut en voir plusieurs. Est-ce que c'est circonstanciel sur ce match ou est-ce que ça a été la stratégie des équipes? Mais les Néo-Zélandais ont eu tendance à utiliser ce bloc 10, du coup à 4 joueurs, pour jouer en pivot et déplacer les zones d'affrontement. C'est quelque chose que la France fait aussi, que l'Irlande fait, mais la France, nous, on l'utilise plus généralement d'une autre manière. Nous, on l'utilise un petit peu d'une autre manière, je dirais, puisqu'on a tendance à... Enfin, c'est comme ça qu'on a joué en novembre, et c'est comme ça aussi qu'on a utilisé certaines possessions sur ce match. On a tendance à utiliser du jeu ultra direct pour balayer le terrain, arriver, en gros,
forcer ces joueurs-là, parce qu'à chaque fois qu'il y a un ruck, il y a des joueurs qui basculent dans le sens. Si tu joues dans l'autre sens, ça bascule. Il y a à fatiguer la défense. Et au bout d'un moment, à force d'enchaîner les séquences, tu t'imagines quand même bien que si tu enchaînes plusieurs séquences de jeu comme ça, au bout d'un moment, les mecs, ils sont cramés aussi en face. Et à un moment, quand tu as une relance de jeu, tu te retrouves avec ces 4 joueurs qui sont au niveau du bloc 10. Et là, on l'a utilisé aussi beaucoup pendant le tournoi Destination. Tu sers le deuxième qui, au lieu de rajouter au troisième, parce que c'est ce qui se fait généralement, donne directement au quatrième qui, lui, va essayer de sniper en fait un intervalle, par exemple avec ce joueur qui est focalisé sur ce vis-à-vis, qui va venir arriver en fait à contresens et qui n'est pas dans le champ de vision du défenseur. C'est ce que tu cherches à faire, c'est à trouver des intervalles et venir fracturer la ligne défensive. C'est comme ça qu'on met l'essai en deuxième mi-temps où tu donnes du coup au deuxième joueur, le deuxième donne au quatrième. Et quand on arrive à la fin du match, il y a Astoy qui est rentré, qui pour moi n'a pas été terrible en défense. J'ai l'image où il se fait déposer par un ailier dans le couloir des 5. Mais après par contre, il a un jeu au pied où je me dis il va peut-être contre-attaquer. Et en fait non, il tape dans la balle. J'ai l'impression que le coup de pied est éclaté. Mais en fait le coup de pied est quasiment parfait, ça fait presque un 50-22. Et là il y a Mackenzie qui récupère le ballon, qui dévisse un petit peu et on a une possession. 3 minutes de la fin, 4 minutes de la fin, on a une balle de match. Même chose, rebelote, on utilise ce jeu après la touche où on vient taper, on vient taper, on vient taper. Et sur le retour, on réutilise exactement le même schéma, le même pattern sur cette relance de jeu avec Tao Fifina qui dégueule le ballon. Ce sur quoi je m'étais pas mal interrogé durant la preview, c'était sur la capacité que notre mêlée allait avoir à tenir, puisqu'on avait 2 piliers gauche qui étaient inexpérimentés, 2 talonneurs qui ont l'habitude de venir à Marcoussis mais qui ne sont pas titulaires en équipe de France. Et en revanche, à droite, on avait Rabat Slimani, le vieux de 36 ans. Et je m'étais posé là, ce que j'avais posé comme question, c'est est-ce qu'il l'avait fait revenir pour encadrer les autres en mêlée? Et c'est possible, et la mêlée française, elle tient bon, jusqu'à la 24e minute. Mais jusqu'à la 24e minute, on ne prend pas de pénalité sur mêlée. Ce qui est très important sur un match là, puisque ça nous a permis de lancer le jeu d'ailleurs et de mettre un essai. On prend une deuxième pénalité en fin de match aussi. Et la précision des lancements de jeu sur mêlée, elle est ultra importante, puisque tu vas gagner du terrain quoi qu'il arrive. On le voit avec ce jeu au pied de Joris Second où tu tapes dans une zone morte, bam, t'occupes le terrain. On le voit avec le lancement de jeu que Mathieu vous montre là sur les Néo-Zélandais. Le lancement de jeu est parfaitement calibré avec des passes et un timing parfait. Tu arrives à attaquer une zone de break. Si tu lâches le ballon au bon moment et qu'il y a un tout petit peu de retard dans la défense, c'est terminé. Sur le lancement de jeu où ça part d'une mêlée, il faut vraiment admirer la qualité et c'est remarquable le timing et la réalisation de ce lancement de jeu. C'est-à-dire que c'est tellement travaillé que c'est, j'ai envie de te dire, presque indéfendable. Pour le coup, le lancement de jeu est parfaitement réalisé. Il n'y a pas d'erreur technique. C'est-à-dire qu'il me semble qu'il y a 2 joueurs qui arrivent à hauteur. Et là, tu as Joris Second qui lâche le ballon, mais pas trop proche de la défense. S'il l'avait lâché trop proche, ça n'aurait pas marché, puisqu'il va le lâcher à Ati Sogbe. Ati Sogbe qui est là. Et tous les joueurs, en fait, quand tu défends sur mêlée, tu es obligé de faire une chose, c'est-à-dire que tes défenseurs, ils sont en train de naviguer entre 2 attaquants, puisqu'il va falloir combler un décalage qu'il y a dès le début du lancement de jeu. C'est pour ça que la mêlée est très intéressante. C'est que sur mêlée, tu commences avec un décalage et tu es obligé d'attendre qu'il y ait un joueur qui arrive pour pouvoir défendre à chaque fois sur le joueur d'après. Et donc le moment où Joris Second lâche le ballon pour qu'il arrive à Ati Sogbe, je pense que c'est travaillé avec la vitesse des joueurs, la vitesse de réaction pour que lui, qui est orienté toujours ici pour attendre de voir ce que ce joueur va faire, se retourne et parte dans cette direction et que Ati Sogbe, lui, ait le temps de couvrir cette distance. Et donc c'est tellement bien travaillé qu'il n'arrive pas à l'attraper. Et ça, on se dit, ok, c'est parce que Ati Sogbe va très vite. Mais non, ça, c'est des choses, c'est des axes de course, c'est des timings qui sont tellement travaillés à très haut niveau. Et quand tu vois la réalisation de ces lancements de jeu, tu te dis waouh. Et donc, Ati Sogbe, il te génère cette avancée, ce break. Et une fois que la défense est en train de reculer, qu'elle a pris 60 mètres dans la gueule et que tu as des avions de chasse qui arrivent, c'est ultra dur de défendre. Et ça amène le premier essai français. Et la France mène en Nouvelle-Zélande. Et donc, on le voit ça sur beaucoup de lancements de jeu. Et toutes les équipes sont très fortes sur les lancements de jeu. Et tout est étudié. En fait, à chaque fois, c'est des processus décisionnels en fonction de comment est l'attaque, de quel joueur est en retard en défense et tout. Toutes les options, elles sont connues à l'avance. Et c'est vraiment très travaillé, on n'en a pas conscience, mais si, je fais une formation d'ailleurs sur les lancements de jeu sur mêlée si ça t'intéresse, où j'explique tout ça. Et en fait, quand tu comprends la façon dont tu attaques et tu défends sur mêlée, mais tu peux maltraiter n'importe quelle équipe. Si ça t'intéresse, tu vas sur mon site internet et tu checkes et même tu m'envoies un petit mail. Je te fais suivre une formation sur les structures défensives sur Ruck. Je te l'envoie gratuitement, tu vas voir à quoi ça ressemble et si le contenu te plaît. Et à la 61e minute, pour revenir sur les mêlées, encore un lancement de jeu très bien attaqué des Blacks,
qui est très bien défendu, où tu te retrouves avec un 1 contre 1, donc en bout de ligne, entre Atis Sogbe et Will Jordan. Et là, il y a une chose qui se passe, c'est un petit jeu au pied par-dessus de Will Jordan, par-dessus Atis Sogbe. Atis Sogbe, on peut noter quand même que la qualité de sa couverture a été très bonne. Sur les ballons aériens, il a été très bon. Sur les duels, il a été très bon. Et ça fait plaisir de voir un joueur comme ça qui est à ce niveau-là. Et tu te dis, bah ouais, ça va se taper un peu en équipe de France pour les places. Mais surtout, en fait, moi, ce qui m'a impressionné, c'est cette capacité qu'il a. Quand tu es en bout de ligne, en 1 contre 1, tu as un mec, il arrive à Mac 2 vers toi. Hein. Les ailiers, ils ont des appuis, ils sont rapides et tout. Donc toi, tu es à moitié en train de défendre, en train d'essayer de le contrôler, etc. Mais tu peux pas trop parce que si tu t'orientes trop, il peut te mettre un crochet et il va quand même falloir que tu l'empêches d'avancer. Il a cette faculté, sur des jeux au pied par-dessus, à se retourner et récupérer le jeu au pied. Parce que c'est quand même vachement dur quand tu es orienté face à quelqu'un qui va taper et qui lui est à pleine vitesse de devoir te retourner et démarrer. Et donc la question que je me posais, c'est est-ce que c'est parce qu'il a une vitesse de réaction qui est extraordinaire, de l'explosivité qui est monstrueuse ou une capacité d'analyse et une capacité en fait d'analyser les situations et d'anticiper qui est vraiment forte. En fait, ça m'a marqué sur ce match parce qu'il y a 2 jeux au pied par-dessus et les 2, il les récupère avant les Néo-Zélandais. Quand même face à Boden Barrett et Will Jordan. On va passer un petit peu sur le côté défensif. Et sur le côté défensif, la France, elle a fait un match mais plein d'abnégation. Ils ont livré une partie ultra complète avec 224 plaquages. De là des plaquages, ce que je trouve intéressant, c'est la discipline. On prend 9 pénalités sur le match et un carton jaune. Tu vas me dire, bah ouais Charles, mais c'est énorme, les Néo-Zélandais, ils ont pris que 3 pénalités. Ah bah les Néo-Zélandais, ils ont eu tout le temps la balle, nous on l'a pas eu tout le temps, et évidemment quand tu défends, tu vas te faire plus pénaliser. Et j'ai eu cette impression qu'on a eu la capacité de ralentir les ballons, donc soit avec des plaquages à 2, quand il y avait la possibilité de venir coffrer un petit peu le mec en haut et avant de le lâcher, de faire un plaquage 3 secondes, ou de venir contester un petit peu les ballons, mettre les mains sans se surconsommer dans les rucks. Et l'illustration parfaite pour moi de cette volonté d'agresser, de ne rien lâcher, etc., c'est Emilien Gaëton. Emilien Gaëton, à un moment, sur un jeu au pied français, il monte, il plaque un autre joueur black qui récupère le ballon, il ne s'est même pas relevé, qui le replaque. Il te fait 2 plaquages en 2 secondes. Et alors, j'ai pas fait totalement attention, mais il y a quelque chose qui m'a marqué, ça a été les contests français. J'ai cette impression, j'ai pas les stats là, mais qu'on a réussi à vraiment les emmerder. T'as Gabin Villière qui conteste un ballon dans les 22 mètres mais qui fait du bien. Et d'ailleurs, moi j'ai cette question, ce débat que j'ai eu avec Mathieu, le monteur, et j'aimerais bien que vous nous aidiez un petit peu. Mathieu trouve que Gabin Villière ne fait pas un bon match puisqu'il en fait un petit peu trop, qu'il a des errements en défense, qu'il n'est pas assez précis sur ce qu'il fait et qu'il nous coûte un carton jaune. Salut, c'est Mathieu le monteur, je me permets de prendre la parole parce que Charles dit que j'aime pas le match de Villière, alors qu'en vrai je le trouve plutôt correct. C'est défensivement que j'ai un peu de mal. Alors effectivement il fait quelques remontées défensives plutôt pas mal, mais là où j'ai du mal défensivement avec Villière, c'est qu'il a souvent joué en tant que deuxième défenseur. Il a souvent laissé son vis-à-vis faire, en tout cas il l'a souvent laissé pour essayer de monter en pression, essayer d'intercepter un ballon, de créer des situations de turnover, mais qu'il n'a pas réussi pour moi à mon goût. En tout cas j'ai pas d'exemple de moment où il a réussi à créer un turnover en faisant une pression en tant que défenseur, et ce qui a fait que ça a souvent créé des décalages pour son vis-à-vis, qu'au lieu de se retrouver en 1 contre 1, en 1 contre 2, ça se retrouve en 1 contre 1, et ce qui a créé beaucoup plus de danger défensivement pour la France. Et pour moi, son carton jaune, il exprime totalement son match défensivement, c'est-à-dire à vouloir trop en faire, il fait un en avant volontaire, il se pénalise, il pénalise l'équipe. Et moi, de mon côté, j'ai une analyse où je me dis, en fait, il a tellement cette capacité à ralentir les ballons, à venir contre-roquer, etc., mettre les mains, mais ça, on le sait, c'est un profil de joueur comme ça, et si tu le mets sur le terrain, c'est pas parce qu'il est bon sous les ballons, c'est parce qu'il est bon dans d'autres secteurs. Mais par contre, en défense, effectivement, quand ça jouait vers lui, puisque les Blacks ont beaucoup déplacé les ballons dans les couloirs, effectivement, il est en permanence en train de naviguer. Et j'ai l'impression que c'était plus pour forcer le dernier attaquant à rentrer sur le terrain plutôt que naviguer pour naviguer. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous pensez qu'il a fait un match complet ou pas. Ça me ferait chier que t'aies tort, Mathieu. Et l'autre joueur à qui je mets une petite pastille, c'est Fischer. Troisième ligne Clermontois, il a fait un match. J'ai trouvé que c'était pas marrant en termes d'activité, de nombre de plaquages, d'intensité sur les plaquages. À un moment, il te met un cachot à un black, mais en fait, c'est ce genre d'action, ce que je disais dans la preview, toujours ce genre d'action où au bout d'un moment, quand tu commences à douter, quand ça commence à devenir dur, et que là, tu as un mec de ton équipe, paf, il te tue le mec d'en face. Mais en fait, toi, ok, on y va. Et je l'ai trouvé vraiment intéressant sur sa capacité à ralentir les ballons au sol, à gratter, à emmerder tout le monde
et il te récupère aussi une pénalité où il conteste le ballon, je crois que c'est peut-être sur le dégagement de Fickou, sur une action chaude dans tes 22 mètres. Et je n'ai pas compris une chose, c'est à un moment du match, les Néo-Zélandais en première mi-temps décident de nous prendre sur du jeu pénétrant. C'est du pick and go, c'est du jeu vraiment en fait dans l'axe, un jeu axial sur lequel on est immédiatement mis en difficulté. On perd 25 mètres et ça, ils le font qu'une fois dans le match. Ils ont passé leur temps à se distribuer avec leur système de jeu, etc., à déplacer le ballon. Nous, on a passé notre temps à circuler en défense, à égaliser, monter, égaliser, combler les décalages, etc. Et je ne comprends pas pourquoi ils ne l'ont pas fait un petit peu plus souvent. Je mets une petite pastille rouge quand même pour un joueur français, c'est l'entrée de Baptiste Jonot. J'étais pressé de le voir en équipe de France et ce que j'avais dit, j'ai l'impression que c'est un petit peu pile ou face quand il joue. Bah là, j'ai l'impression que ça a été face. Il te cale quand même 2 jeux au pied direct en touche qui nous font pas du bien et à mon avis, il s'est fait sauter le citron tout seul parce que tu le vois à un moment, il s'énerve tout seul sur le terrain, mais en fait, oh, redescend. Côté néo-zélandais, le joueur que j'ai trouvé extraordinaire, c'est Mackenzie et ça nous fait un mal fou quand il rentre. Le fait qu'il joue à l'ouverture, ça a été une plaie pour nous. Il crée des décalages en permanence. En tout cas, moi, je suis ultra content pour ce match de rugby parce que c'est quelque chose, personne ne savait à quoi s'attendre de cette tournée. Tu espérais que tu puisses faire quelque chose, mais en réalité, tu te disais si on en prend 50, tu te serais dit bah ouais, c'est normal. Et là, en fait, tu fais quelque chose. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on va être capable de tenir sur le second test? Parce que là, à mon avis, ça va se remonter côté black. Et à mon avis, nos Français aussi, ils vont être dans le formol ou dans des bains de glace pendant 3 jours là. Parce que quand tu fais 219 plaquages en un match, je pense qu'il doit avoir un petit peu mal aux épaules. Oublie pas qu'il y a mon sponsor Whoopiloo. Si tu as la possibilité, franchement, c'est des bêtes de produits. C'est vraiment quali et confort. N'hésite pas à commander, à faire tourner si ça t'a plu. Et puis on se revoit bientôt. Topette l'ami!